Après nous avoir longtemps épargné, la pandémie de coronavirus avec ses nouveaux variants semble faire de sérieux dégâts en Haïti depuis quelque temps, au point d'avoir incité le gouvernement à instaurer un couvre-feu de 8 jours et après avoir déclaré l'état d'urgence sanitaire. Notre invité de ce soir, en direct depuis les studios de Metro News, est l'économiste William Savary, par ailleurs fondateur et président de Haiti Stock Exchange. Bonsoir William Savary et bienvenue dans les studios de Metro News. Bonsoir Serge, bonsoir auditeurs et auditrices de Métropole, bonsoir tout le monde et bonsoir Haïti. Bon, j'ai fait allusion là rapidement à ce qui se passe maintenant avec le nouveau coronavirus. Et en effet, tous les jours, on apprend des morts, et souvent des amis d'ailleurs. En un mot, William Savary, quel a été et quel sera, si on peut prévoir, l'impact du coronavirus sur l'économie haïtienne? Ce n'est pas toute l'économie haïtienne qui subit les effets du corona. C'est surtout les industries qui sont exposées, par exemple, au tourisme. Oui, les industries qui sont... mais ça, c'est dans le monde entier. C'est ça. Donc, parce que l'agriculture continue de fonctionner, les gens continuent de travailler, la production continue, mais au niveau... Parce qu'il n'y a pas eu moins de production de riz, par exemple. Très bien. Okay? Donc, il faut vraiment, par exemple, les gars qui sont dans l'industrie de l'assemblage, du textile, bon, ils se sont organisés pour que la production continue. Parce que ce sont des gens qui ont des contrats qu'ils doivent livrer à temps. Voilà. Donc, ils doivent s'arranger. C'est ça. Donc, les banques continuent de fonctionner. Donc, les compagnies d'assurance continuent d'assurer les gens. Les entreprises qui fonctionnent en Haïti, qui ont besoin d'avoir de all risk insurance, ils continuent de fonctionner. Donc, c'est vraiment certains secteurs qui vraiment sont affectés. C'est pas toute l'économie qui est affectée. C'est pas l'ensemble. Et maintenant, le transport fonctionne. Vous comprenez? Oui, ça, il est évident que quand on circule dans les rues d'Haïti depuis quelque temps, même avec cette recrudescence des nouveaux variants, on ne voit pas beaucoup de différence. Il y a pas beaucoup plus de masques, les tap-taps sont toujours surchargés, les marchés sont toujours bondés, etc. Au niveau du port national, les bateaux arrivent, le pétrole arrive. Donc, vraiment, c'est... C'est limité. C'est limité, mais surtout, il faut préserver son sens des mesures pour ne pas déclarer que Covid est responsable de tout, parce que ce n'est pas vrai. D'accord. Ensuite, il y a aussi la responsabilité individuelle. Les gens en Haïti, je constate, ont une tendance à rendre l'État responsable de tout. C'est comme si les gens n'avaient pas absolument aucune responsabilité individuelle. Depuis quand? Oui, non, bien sûr. Donc, premier point terminé. Deuxième point qui n'a rien à voir avec le premier, c'est qu'est-ce que vous pensez du projet de Bitgourde sur le modèle des bitcoins? Bon, alors, au prime abord, je dois vous dire de façon professionnelle, je suis un licencié des autorités monétaires américaines. En tant que licencié de professionnel du marché international du capital, j'ai des réserves que je me dois, et il y a des choses que je ne peux pas me permettre de dire, en vertu du respect de la réglementation du marché financier. D'accord. Première chose. Donc, la deuxième chose, c'est d'un point de vue technologique. La crypto-monnaie, c'est un asset class, un actif. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la crypto-monnaie comme un actif financier. C'est un actif qui est basé sur ce qu'on appelle le blockchain technology. Blockchain technology, c'est une technologie qui permet de créer un mécanisme où des entités sont identifiées à partir de numéros, à partir de lettres, pour que chaque chose ait une série de lettres et de numéros qui leur est attribuée. Donc, la notion de Bitcoin, c'est un algorithme
Ce sont des numéros et des lettres qui sont liés et qui sont décentralisés et qui permettent à ce que les gens fassent la spéculation sur les valeurs anticipées de l'algorithme. Oui, mais au départ, le Bitcoin, c'est une monnaie virtuelle. C'est une monnaie virtuelle. Donc, Totalement virtuelle. Un algorithme. C'est un algorithme. Voilà. Très Donc bien. maintenant, lorsqu'on me dit qu'on veut faire un Bitgood, okay, qui va écrire l'algorithme? Où sont les servers qui vont héberger les gens qui vont spéculer sur le Bitgood? Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement copier ce qui a été fait ailleurs et l'appliquer à Haïti? Non. C'est pas possible. Non. En fait, parce que les algorithmes sont liés à des activités spécifiques. Hein? Par exemple, le blockchain, c'est lié à des activités spécifiques. Donc, si vous voulez faire la spéculation sur le blockchain technologie ou les bitcoins, il y a autre façon de le faire. Hein? Par exemple, il y a une entreprise qui s'appelle Coinbase, qui est une entreprise qui est cotée à la bourse, qui aujourd'hui se négocie entre 230 et 240 $, qui fait qui sert d'intermédiaire entre les transactions qui se font à travers Bitcoin. Okay. Il y a PayPal, que vous connaissez, qui est maintenant aussi s'implique dans la monnaie virtuelle. La monnaie processing. Yeah. Ouais. Donc, il y a une compagnie qui s'appelle NVIDIA. NVIDIA, c'est une compagnie qui fait les graphiques et les chips qui facilite le coin mining, le mining de Bitcoin. Oui, parce que ce qu'il faut dire, William Savary, c'est que depuis quelque temps, tout le monde se lance dans les bitcoins. Et au départ, c'était quelques dollars, et aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars. 40 000 $ à peu près. Voilà, dans les 40 000 $. Maintenant, ce qui est important, c'est que il y a la tendance spéculative qui se fait. Forcément. Parce que les gens, en fait, sont attirés par la spéculation. Bien sûr. La fortune rapide, la fortune facile. Oui, ils vont jouer à la bourse. Ils vont jouer, pas jouer à la bourse, c'est pas de la bourse. La spéculation. Parce que la bourse, c'est beaucoup plus... Oui, c'est plus technique. C'est plus technique. Et aussi, il y a les réglementations. Il y a des choses qui sont permises, d'autres qui ne sont pas permises. Donc, il y a ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire. Donc, il y a une réglementation. Au niveau de Bitcoin, il n'y a pas de réglementation. Donc, marché totalement libre. Totalement libre. Donc, c'est vraiment empty at empty. C'est bien ce qu'on dit. Il faut vraiment distinguer les activités d'investissement et les activités de spéculation. Spéculative. Et là, je fais la distinction très clairement. Pourquoi? Parce que, en vertu de ma formation professionnelle, je sais ce que ça veut dire de s'engager dans la spéculation, et je sais également ce que ça veut dire de s'engager dans l'investissement. Donc, quelqu'un qui veut jouer, qui veut spéculer sur le Bitcoin, je ne vais pas lui dire de ne pas faire. Hein, il faut être clair. Mais il faut faire connaissant les risques en face desquels vous vous trouvez. Et alors, donc, finalement, pour en revenir à Haïti, le Bitgood, c'est un rêve un peu fou ou ça risque un jour de se matérialiser? Mais je pense que Bon, se matérialiser, ça veut dire qu'il faut l'implication de la Banque centrale. Ouais. Hein? Maintenant, la notion de crypto-monnaie, ce sont des activités qui se font en dehors de la Banque centrale. Ouais, c'est vraiment la notion, c'est ainsi que ça se vend. Parce que c'est totalement libre, etc. Il n'y a pas de réglementation. Mais le fait qu'il n'y a pas de réglementation ne veut pas dire... Et c'est exactement pour cette raison que les gens doivent fuir. Parce que lorsqu'il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas d'autorité habilitée à vous protéger. Ouais? Ça, c'est une chose. Maintenant, au niveau des organes de régulation, il n'y a aucune banque centrale dans le monde qui a encore donné son aval à la crypto-monnaie. Ouais. Il y a des efforts qui se font en Chine, où la Chine va lancer une crypto-monnaie chinoise au niveau national. Il y a aux États-Unis, au niveau de la Federal Reserve, il y a une discussion qui a été entamée pour voir dans quelle mesure ils peuvent avoir une crypto-monnaie américaine. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est toutes les fois, les banques centrales s'engagent, les grandes cinq, l'Allemagne, les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Chine, disons les 7, le Japon, la Russie. Si ces gars-là s'impliquent au niveau de la crypto-monnaie, ce qui va arriver, l'effet spéculatif va disparaître et le prix va trouver son niveau normal. Il va y avoir une certaine régulation. Absolument.
Ouais. Pour le moment, il n'y a pas de régulation. Les gens... Donc, skyrocket. Tout le monde c'est d'eau, tu comprends? Mais dès que la régulation commence à s'implanter, c'est comme au moment là, avec l'arrivée de l'Internet. Et les gens ont mis du temps à trouver comment réglementer l'Internet. Le e-commerce et tout ça. Aujourd'hui, nous savons que Amazon a réussi follement, mais pour chaque Amazon, vous ne savez pas combien d'entreprises ont fait faillite. On fait faillite, oui. Absolument. Donc c'est vraiment... Il faut avoir la tête vraiment froide, il faut calculer. D'accord. Et c'est pourquoi, lorsqu'on est dans la finance, on est plutôt serein et on ne dit pas n'importe quoi. En conclusion, de manière un peu brutale, le bid-gourde, c'est pas pour demain. C'est pas pour demain, c'est peut-être aussi un acte politique aussi, ça peut être politique. Oui. Bien. Dernier point, William, et là on va essayer d'aller un peu vite parce que nous avons été longs sur les 2 premières questions. Un mot de la relance économique mondiale, de ce que moi j'ai envie d'appeler le plan Biden. Le plan Biden, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que Biden, c'est quelqu'un qui approche les 80 ans. Ou qui est 78, oui. Maintenant, c'est un gars qui a vécu les périodes de l'époque de Big Government, de Keynesian Economics, où il faut l'intervention de l'État pour relancer l'économie. Hein? Et maintenant, non seulement il faut les interventions de l'État, mais il faut l'intervention de l'État dans certaines industries clés. Ce sont les industries qui peuvent servir de levier pour autre chose. Et le point central de la grande intervention étatique américaine a été pendant la période de Keynes, c'est vraiment la construction, le développement de l'infrastructure. L'infrastructure est devenu le mot d'ordre, parce qu'avec l'investissement dans l'infrastructure, on développe tout ce qu'il y a autour. D'autant plus qu'en matière d'infrastructure, les États-Unis étaient arrivés à un degré très, très moche, minable. Absolument. Les routes, les ponts, tout ça était dans un état lamentable. Maintenant, avec un investissement massif dans l'infrastructure, il va pouvoir... Et quelle masse! Oui, maintenant ça c'est le premier point. Deuxième point, il y a eu un investissement. Il y a aujourd'hui des efforts qui se font pour renforcer le chip industry aux États-Unis, parce qu'il y a, à cause de Bitcoin, des voitures électriques, la diminution de l'usage du hydrocarbure. Il y a l'augmentation de processing, graphic processing. Donc il y a ces investissements très lourds qui se font. Pourquoi ils sont obligés de le faire? Parce que la Chine a une longueur d'avance sur eux. Absolument. Ouais? Donc, et même plusieurs longueurs d'avance. Donc ce qui veut dire, il y a... Et Biden, c'est quelqu'un qui croit fermement que l'État a un rôle fondamental à jouer dans le redémarrage économique. Il est en train de... Les mesures, Biden, si vous voulez, ce sont les mesures qui visent à investir massivement dans les infrastructures. Et c'est plusieurs centaines de milliards de dollars. Donc, ça, c'est... Maintenant, à l'opposé de ça, il faut dire qu'ils se retrouvent en face des républicains qui sont contre toute intervention étatique à l'intérieur. Et pour eux, les investissements dans l'infrastructure, et il faut dire que la définition infrastructure a été élargie pour inclure la santé. Absolument, pour inclure la santé, pour inclure les travailleurs de la santé. Pourquoi? Parce que la santé fait partie, l'infrastructure de la santé rentre d'emblée dans l'infrastructure nécessaire pour la croissance économique. Et j'imagine que le Covid n'est pas pour rien dans cet élargissement. Donc, absolument. Donc maintenant, il y a ça qui se fait, et il y a aussi la notion que du côté des républicains, l'investissement massif qui se fait va causer une chute dans la valeur du dollar et va causer une dépréciation de la monnaie, va causer le taux d'inflation, une augmentation du taux d'inflation, parce que l'intervention de l'État implique normalement une augmentation de la masse monétaire. Donc, en vertu de la théorie économique qui est en application chez eux, une augmentation de la masse monétaire égale une augmentation du taux d'inflation. Oui, mais si j'ai bien compris, la plupart des pays développés aujourd'hui souhaitent qu'il y ait un minimum d'inflation. Et si j'ai bien entendu, ils situent ça autour de 4 ou 5 d'inflation, ce serait l'idéal. Bon, maintenant, oui et non.
Pourquoi? Parce qu'il faut l'inflation, parce que c'est à travers l'inflation que les prix, l'augmentation continue des prix. Voilà. Et l'augmentation continue des prix vous permet de réaliser des profits. Et de rembourser les dettes plus rapidement. Voilà. Et aussi d'augmenter la production. Voilà. De façon, Oui, donc l'extension de la production, il faut un certain niveau d'inflation. Maintenant, quel niveau d'inflation? Bon, ça, c'est débattable. Voilà, Ouais. d'accord. Merci beaucoup William Savary. Merci d'être venu nous voir et de nous avoir éclairé un petit peu sur ces 3 questions. Bonne continuation et à très bientôt. Merci Serge. Merci Métropole. Voilà, donc c'était l'économiste William Savary qui faisait un petit tour d'horizon des grandes questions économiques du moment. William Savary, économiste et président et fondateur de Haiti Stock Exchange.